Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au menu ce soir, la CEDEAO prête à négocier l'impasse politique suite au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Bamako et Ouagadougou ont envoyé une notification formelle. Visite de Mahamat Idriss Déby à Moscou, un rapprochement entre la Russie et le Tchad qui suscite des questions sur les alliances traditionnelles. Fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger sur décision du régime militaire malien qui invoque des changements et des hostilités. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. Graf Saha, quand l'art du graffiti au Burkina Faso devient le messager de la paix et de la tolérance, nous dira Lamine Traoré, notre correspondant à Bamako. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Fondée en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé dimanche son retrait de la CEDEAO. Les trois pays accusent l'organisation régionale de ne pas les avoir soutenus dans la lutte contre le terrorisme. Cette décision suscite des réactions à Bamako, la capitale malienne. Davantage avec notre correspondant Mohamed Danyoko. 3 États membres de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé à la surprise générale qu'ils quittaient l'organisation régionale sans délai pour dénoncer son inertie dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La CEDEAO est restée à fond face au cri de détresse de ces 3 États. Au lieu de les aider, cette communauté s'est empressée à infliger des sanctions économiques, politiques et même financières contre ces 3 États. Cette décision ne sera pas sans conséquences, rappellent les analystes. Les commerçants qui sont dans ces 3 pays-là seront frappés par des problèmes de visa et aussi le problème de tarifs douaniers faisant allusion à tous les pays membres de la CEDEAO ne pourront pas être appliqués à ces 3 États. Au sein du syndicat des transporteurs urbains et internationaux, on appréhende déjà la question des tracasseries routières et des taxes. La décision elle est prise. Maintenant, comment faire traverser maintenant, il y aura des tables de négociation entre les transporteurs et les ministères de transport différents des 3 pays. On va s'asseoir pour discuter, mettre des plannings en place, comment traverser cette crise. Rester au sein de l'organisation et trouver des solutions à ces faiblesses réelles, c'est ce que conseillent beaucoup de Maliens. En tout cas, à mon avis, on ne peut pas déclarer la guerre à tout le monde et avoir raison. Donc pour moi, cette déclaration de l'AS n'était pas ni le moment ni la période. Pas saisie officiellement, selon elle, la CEDEAO dit travailler à trouver une réponse diplomatique à la question. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir. Alors, quelle est l'opinion des commerçants et hommes d'affaires de la capitale malienne concernant le retrait ? Eh oui, Eric, comme vous l'avez entendu dans le reportage, que ce soit opérateur économique, que ce soit commerçant, ils appréhendent déjà ce qui pourrait se passer si effectivement le Mali, le Niger quittaient la CEDEAO avec le Burkina Faso. Et ce qu'on a appris, en tout cas en les approchant, c'est que cette décision les a aussi surpris puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette décision-là. Et justement, aujourd'hui, ils sont en train d'observer du côté des autorités, les négociations qui vont s'ouvrir certainement les pourparlers, pour voir dans quelle mesure
eux, transporteurs et opérateurs économiques, pourront travailler et ne vont pas faire les frais de cette décision qui vient d'être prise à leur insu. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire la panique, mais il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de brouillard à l'horizon et ils espèrent que cela va être dissipé dans les jours à venir quand ils auront à discuter avec les autorités par rapport déjà au bien fondé de cette décision et comment est-ce que, n'est-ce pas, le futur va se passer pour eux, autres qui sont en contact direct avec les douaniers et qui sont en contact avec les autorités des autres pays. Merci Mohamed Danyoko pour toutes ces précisions. Je signale que vous êtes notre correspondant à Bamako. Nos auditeurs et téléspectateurs nous ont envoyé leurs commentaires sur notre page Facebook. Togo Sungalo Koulibaly, il dit, je cite, « Bravo aux 3 chefs d'État pour cette décision courageuse, tant attendue de quitter une institution financée et dirigée, selon lui, par des impérialistes cherchant à déstabiliser nos pays. Cela marque un pas vers une véritable indépendance pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Vive les nations de l'Alliance des États du Sahel. » Noël Eko, il dit, je cite, « Une décision à la fois audacieuse et louable. » Abdoulaye Koba, il dit, « Nous saluons le choix de l'Alliance des États du Sahel. » Bailo Diallo, il dit, « La CEDEAO demeure essentielle. J'estime que c'est un mal nécessaire malgré les critiques et les divergences. Dans une ère de mondialisation et de coopération égalitaire, il est regrettable que certains choisissent l'isolement, trompant ainsi leur peuple avec des discours populistes. Même la Russie, la Chine et l'Inde ont signé des accords avec l'Occident et organisent des sommets entre eux. Il est temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Nous approfondissons la discussion avec l'analyste Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa basé à Dakar. Bonsoir, Monsieur Kane. Bonsoir. D'abord, un mot sur ces commentaires de nos différents téléspectateurs. Le dernier commentaire me paraît un commentaire vraiment excellent parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé. Dans un monde de relations internationales, l'Afrique veut mettre en place sa zone de libre-échange. Et comment pouvons-nous développer les échanges si nous sortons des cadres idéaux qui ont été mis en place pour développer ces échanges-là? Ça, c'est vraiment un problème sérieux. D'autant plus que le Mali, le Burkina et le Niger sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Ça, c'est vraiment une question importante à poser aux militaires qui veulent sortir de ces systèmes régionaux. Alors, ces 3 pays justifient cette décision par la souveraineté nationale et la nécessité de répondre aux attentes de leur population. Que pensez-vous des raisons évoquées par les 3 États sahéliens et comment analysez-vous la réaction de la CEDEAO? Alors, quand on regarde ce problème dans sa globalité, de mon point de vue, cette décision de sortir, c'est un moyen de négocier avec la CEDEAO. D'aucuns vous diront même que c'est un moyen de chantage avec la CEDEAO. C'est de dire, ou bien vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, ou bien je m'en vais. Mais le problème est plus complexe que les militaires le pensent, parce que d'abord, on ne sort pas immédiatement. Les textes disent qu'il faut une année pour sortir effectivement de la communauté. Et pendant cette année, on peut revenir sur sa décision et rester membre de la communauté. Deuxièmement, même si on veut sortir pendant l'année, les règles de la communauté s'appliquent à l'État. Parce que si même les militaires veulent négocier avec la CEDEAO, c'est certainement les conditions de la transition. Mais ces conditions de la transition ne peuvent pas aller au-delà de ce que les textes prévoient. Donc on restera toujours dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre des règles des traités de la CEDEAO. Donc cela rend difficile l'action que les militaires veulent engager avec la CEDEAO. Il est vrai maintenant, pour aussi répondre à votre question, qu'on peut faire des reproches à la CEDEAO.
la commission de la CEDEAO est faible par rapport à la gestion de ces crises. On ne sait même pas où on se trouve dans la gestion de ces crises, tellement c'est complexe et tellement parfois des décisions sont prises sans vraiment prise réelle avec le terrain. Les sanctions contre le Niger, si on savait qu'il y avait des relations aussi profondes entre les Nigériens et les Nigérians, surtout le nord du Nigeria, on n'aurait pas mis M. Tinubu dans l'embarras, dans les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui pour gérer la crise. Et en plus aussi, si on jette un regard sur l'ensemble des décisions qui sont prises, les 2 poids 2 mesures existent parce qu'il y a des dirigeants qui ont foulé aux pieds les règles de la communauté, mais qui ne les ont pas respectées. Et puis, dernier élément que les militaires ont ajouté, c'est le peu de soutien dans le cadre de la crise. Mais ça, je pense qu'ils doivent aussi en vouloir à eux-mêmes parce que c'est eux qui ont refusé de travailler dans le cadre de la CEDEAO. C'est eux qui sont allés à bras et mains liés s'offrir aux Français et aux Occidentaux pour, dans le cadre du G5 Sahel, qui n'a malheureusement pas donné de résultats. Et maintenant, ils reviennent parler de pas de soutien de la part de la CEDEAO. Donc, vous voyez que les responsabilités sont partagées. Et les militaires ne disent pas toujours la vérité dans les raisons qu'ils invoquent pour sortir de la CEDEAO. Alors, ces pays n'ont pas les moyens de mettre concrètement, mettre en œuvre immédiatement leur retrait. Que pensez-vous de l'impact de ce retrait sur la circulation des biens et des personnes, ainsi que sur les exemptions de visas et les exonérations de taxes dans la région? Alors, j'ai entendu certains de vos, des commentateurs là, parler de cela. Il y a 2 niveaux. Vous savez que ces mêmes pays appartiennent aussi à une autre unité sous-régionale qui s'appelle l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Et les règles de l'UEMOA sont pratiquement les mêmes que les règles de la CEDEAO. Donc même si ces pays-là quittent la CEDEAO, les règles de l'UEMOA s'appliqueront aux citoyens de ces pays, comme par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, parce que ces pays appartiennent à la même unité. C'est seulement avec les pays anglophones, tels que le Ghana, qui a une frontière avec le Burkina Faso, et le Nigeria, qui est pratiquement le pays qui coopère le plus avec le Niger. Et c'est là où il y a des risques très sérieux de problèmes de circulation des personnes et des biens. Mais pour le reste de l'UEMOA, tant que ces pays-là ne sortent pas de la zone CFA, je sais qu'il y a des menaces de la part des pays membres de l'Alliance, mais tant qu'ils ne sortiront pas de la zone CFA, il n'y aura pas de difficulté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a encore une année pour voir comment les choses vont évoluer et peut-être voir comment maintenant les questions de visa et autres se poseront. Mais pour le moment, jusqu'en 2025, janvier, la libre circulation sera assurée dans l'ensemble de la CEDEAO pour les ressortissants de ces pays. Alors, il nous reste quelques secondes. Monsieur Khan, il parle de souveraineté nationale et aussi c'est dans l'intérêt de leur population, c'est ce que ces États disent. Selon vous, est-ce que vous y croyez? Non, parce que toutes les personnes qu'on a interrogées à Bamako, Niamey et à Ouagadougou ont exprimé leur surprise devant la décision. Donc, il n'y a pas eu de consultation de population, il n'y a pas eu, me semble-t-il, même de consultation des assemblées des transitions. Donc, c'est vraiment une mesure qui a été prise par les colonels et les généraux entre eux, pensant qu'ils vont pouvoir mieux négocier avec la CEDEAO. N'oublions pas que l'essence même de la CEDEAO, des structures comme la CEDEAO, des structures d'intégration, c'est un abandon d'une partie de votre souveraineté pour assurer par exemple la libre circulation, pour avoir les mêmes tarifs douaniers et autres. Donc, parler de recouvrer sa souveraineté, pour moi,
c'est vraiment, ce n'est pas le mot, parce que souveraineté, il n'en existe plus dans ce monde-là. Ils ne sont pas membres de la CEDEAO, mais ils sont membres de l'Union africaine. Et demain, quelle va être la situation des ressortissants de ces 3 pays dans le cadre de l'Union africaine, parce que leur participation à l'Union africaine dépend de leur participation à la CEDEAO. Donc vous voyez que les présidents-là ne semblent pas avoir vraiment mesuré l'ampleur des conséquences de leurs décisions. Mais ils ont encore 1 an pour réfléchir. J'espère qu'ils reviendront rapidement à la raison. Merci, Monsieur Ibrahima Kane, pour votre expertise. Nous signalons que vous êtes du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa, basé à Dakar. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. La semaine dernière, le président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby Itno a effectué une visite à Moscou sur invitation du président russe Vladimir Poutine. Cette visite visait à renforcer les liens entre la Russie et le Tchad. Certains se demandent si cela marque un rapprochement entre la Russie et le Tchad, traditionnellement un allié de la France dans la région du Sahel. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, a recueilli quelques réactions. Suivez son reportage. Les 2 hommes d'État, selon le communiqué final, ont parlé de la coopération et de la stabilité du Tchad et dans la région du Sahel. Cette visite aidera-t-elle à la redynamisation des forces du G5 Sahel qui ont été disloquées par de nombreux coups d'État dans la sous-région où l'armée tchadienne est considérée comme le pilier de la guerre contre les djihadistes dans la région? La réponse est mitigée. Les forces du G5 Sahel sont en train de chercher à s'affranchir de la France. N'oubliez pas que la plupart des anciens G5 Sahel sont déjà, ont des liens étroits avec la Russie. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, ils sont devenus des amis de la nouvelle alliance avec la Russie, qui, elle, prend le devant, elle sécuritaire d'abord. La Russie a commencé à revigorer l'armée nigérienne pour une éventuelle déstabilisation qui pourrait peut-être, regardez mon regard, arriver du Tchad, ou bien peut-être le seul allié de la France, et le Mali aussi surveille, connaissant le passé de l'intervention de l'armée tchadienne avec les forces tchadiennes en mission au Mali, notamment avec la question de l'Azawad du Nord Mali. Le général Mahamat Idriss Déby vient d'être investi candidat à quelques mois d'une élection présidentielle par le parti de son défunt père. Cette investiture l'éloigne de ses premiers engagements à remettre le pouvoir aux civils. Elle pourrait aussi compliquer ses relations avec une partie de la communauté internationale, notamment un pays comme la France. C'est une tactique politique de haut niveau qui pourrait anticiper pour faire une pression sur Paris, si Paris serait d'aventure tenté de redorer son image en essayant de rattraper ce qu'elle peut rattraper des principes de démocratie et de droits de l'homme, c'est des principes qui lui sont chers, en demandant à son dernier bastion de respecter les principes de la démocratie pour effectivement justifier légalement et légitimement le déploiement de ses forces militaires. La seule base qui reste à lui au Tchad. D'autres citoyens tchadiens estiment que la démarche entreprise par le président tchadien auprès de son homologue russe est salvatrice puisqu'elle ouvre la voie à de nouvelles coopérations gagnant-gagnant. Je pense que le Tchad est l'une des transitions qui ne s'est pas ouvertement rapprochée de la Russie. Et on espère que ce sera vraiment l'occasion de déterminer la position du Tchad vis-à-vis de la Russie, parce que toutes les transitions voient qu'elles sont sur la bonne voie tout simplement parce qu'elles ont reçu un appui effectif et objectif de la Russie. Mais par contre, le Tchad, comme toujours, reste dans le doute. On ne sait pas pourquoi.
Mais on suppose qu'elle va ouvrir les voies à de nouvelles coopérations. Ce sera l'occasion de réviser ces accords et avoir, par exemple, un accord de coopération militaire avec la Russie pour effectivement casser la dynamique que la France a mis en place et décidément multiplier aussi les partenariats parce que rien n'oblige le Tchad à être sous la houlette de la France. Aujourd'hui, il faut diversifier les partenariats. Si la Russie nous offre de bonnes opportunités, je pense qu'il peut les saisir. Pour d'autres, ce rapprochement avec la Russie n'aura aucun intérêt économique pour le Tchad. La Russie n'est pas dans notre modèle économique. Hein? Chaque pays a un modèle économique. Nous sommes beaucoup plus longtemps restés sur les girons français et nos systèmes économiques, même nos systèmes d'organisation étatique sont calqués rien que sur le droit français et autres, tout ça. Et comment nous allons faire aujourd'hui pour booster l'économie parce que nous sommes partis en Russie. Nous devrons prendre une conscience au niveau national et l'orgueil national doit nous amener à dire qu'on doit coûte que coûte améliorer notre économie. Les pays voisins du Tchad, le Niger, la République centrafricaine, le Soudan et la Libye entretiennent déjà des relations avec la Russie et donc pour certains observateurs, il serait difficile pour le Tchad d'ignorer cette donne. André Kodomadjengar pour VOA Afrique, N'Djamena. Retour au Mali, où la junte met fin immédiatement à l'accord d'Alger de 2015 avec les groupes indépendantistes, citant le changement de posture des signataires et l'instrumentalisation par l'Algérie. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Sekou Tangara de Africable Télévision, notre station partenaire à Bamako. Tangara, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment la population au Mali a-t-elle réagi à cette annonce ? On peut dire sans grande surprise, puisque depuis sa signature en 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était frappé par une certaine caducité, puisque le programme d'exécution allait de 18 mois à 24 mois. On a fait plus de 8 ans et finalement, il y avait une lassitude de part et d'autre, les signataires, l'État du Mali et même la communauté internationale. On peut donc dire que c'est sans grande surprise que la population a accueilli cette information-là. Et comment les médias locaux ont-ils traité cette information ? Les médias ont essayé vraiment de nuancer en se posant des questions. Pourquoi cette posture du gouvernement de Bamako ? Et par exemple, dans un journal comme le Guido ou le Reporter qui ont titré « Place à des négociations interdirectes maliennes », elle pense qu'aujourd'hui, l'État du Mali se trouve dans la même position que la CMA, les groupes armés de Kidal, après la bataille de 2014, puisque l'armée malienne avait été défaite. Le Mali est même allé chercher un cessez-le-feu unilatéral au niveau de la Mauritanie. Donc, c'est la CMA qui était en position de force. Et en 2023, le 14 novembre, l'armée malienne est entrée vaillamment dans Kidal. Et aujourd'hui, elle est en position de force, cette armée malienne, cet État malien. Et d'où cette posture, peut-être de mettre un terme à cet accord qui n'arrangeait pas, selon l'État, les intérêts. En quelques secondes, Tangara, quels sont les avis ou analyses locaux concernant le risque potentiel d'une escalade vers une situation conflictuelle au nord ? Oui, il y a certains Maliens vraiment qui s'inquiètent parce que l'Algérie a publié un communiqué qui n'était pas du tout tendre à l'endroit des autorités maliennes. Certains ont même pensé que ce communiqué de l'Algérie est teinté de menaces puisque l'Algérie, pour certains Maliens, essaie de se positionner comme la Libye. Après la dislocation de la Libye, l'Algérie essaie d'être la maîtresse dans le Sahel, la leader dans le Sahel. Et pour ces Maliens, elle est capable du meilleur comme du pire, en recevant par exemple les ex-rebelles, en les armant et puis, je cite, en les renvoyant à la bataille au niveau du Mali. Ce sont les inquiétudes de ces Maliens. Tangara, je signale que vous êtes de Africable Télévision, notre station partenaire à Bamako. Le dicton « Les murs ont des oreilles » prend vie au Burkina Faso à travers Graf Sahara, le seul festival de graffiti du pays. Les artistes graffeurs cherchent à promouvoir cet art peu familier
tout en véhiculant des messages de paix et de tolérance en résonance avec la situation sécuritaire complexe au Burkina Faso. Découvrez davantage dans le reportage de notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou. Sur une des principales artères de la capitale burkinabé, des fresques murales. Des graffeurs sont à la tâche. Des messages forts, engagés et parfois réconfortants sur le mur. Nous sommes à l'unique festival de graffiti du pays. Cet art, encore méconnu, est une passion. Christian Maker Bayala, un graffeur malien prenant part à ce festival. Quand je m'exprime sur ces murs, c'est une façon de m'évader, de m'éloigner, voilà, de karma planer. Voilà, je me sens vraiment dans ma peau d'artiste quand je graffe, quand je suis sur un mur en train de m'exprimer. L'état du graffiti là-bas, en tout cas, c'est pas trop connu. Voilà, c'est pas trop connu. Voilà pourquoi moi-même j'ai validé l'invitation pour venir vraiment m'exprimer avec mes frères graffeurs d'ici. Clairement, le graffiti permet de s'exprimer. Même les fake news, la désinformation ne sont pas épargnées ici. Comme nous le dit l'artiste graffeur Abdoulaye Teli. C'est une manière de dire qu'il faut toujours analyser les mots avant d'y croire. Donc fake news, des fausses nouvelles, il faut toujours analyser les propos avant d'y croire, quoi. Pour moi, le graffiti, c'est une autre manière d'exprimer, en fait. On passe le message à travers ça, comme la musique aussi. C'est une manière d'exprimer, quoi, de s'exprimer en plus. Cette jeune dame, Marietou Sawadogo, bien qu'exerçant déjà les arts plastiques, est venue s'imprégner de quelques notions du graffiti. Je suis artiste, mais il faut dire que c'est surtout la curiosité qui m'a emmené vraiment à venir découvrir. Parce que pour moi, être artiste, c'est ça, il ne faudrait pas rester seulement dans son milieu, il faut chercher aussi à voir, parce que tout ça aussi, c'est de l'art. Donc je suis venue là juste pour comprendre, pour mieux et voir si je peux aussi, pourquoi pas, essayer d'améliorer aussi mon style en tant qu'artiste, à partir bien sûr du graphisme, graffiti, tout ça. Pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, ces graffeurs, à l'image d'Ousmane Guigma, qui ne demandent qu'à être accompagnés, ont décidé de passer des messages de tolérance et d'union. Nous essayons surtout des messages de résilience, des messages pour galvaniser en fait nos FDS et nos VDP qui sont au front. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons mis l'accent en tout cas sur cela. Et surtout sur l'union, parce qu'actuellement nous en avons besoin. Le graffiti est très peu connu, est méconnu au Burkina ici. D'ailleurs, c'est le seul festival de graffiti, en tout cas qui mérite soutien. Nous avons juste besoin de murs, voilà, et la matière première, en tout cas pour nous exprimer. Plus d'une vingtaine de graffeurs ont participé à cette édition du festival. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Bénin et naturellement du Burkina Faso. Le festival se penche sur la prochaine édition en 2025. Objectif: vulgariser le graffiti tout en passant des messages de paix et d'union. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci à Lamine Traoré. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro, Lionel Lunanila Gahima et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.